Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Inondation mortelle à Abidjan. Le bilan provisoire fait état d'au moins 18 morts suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues sur la capitale économique ivoirienne dans la nuit de lundi à mardi 19 juin. Le Premier ministre ivoirien a déploré le lourd bilan de ces inondations et la récurrence de ce type de catastrophe à chaque saison des pluies de mai à juillet. Affectée par une crise sociopolitique depuis août 2017, la classe politique togolaise essaie tant bien que mal de trouver une issue. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui M. Géry Tama, président du parti Nouvel Engagement togolais. Il a été candidat à l'élection présidentielle de 2015. Et puis la Centrafrique est confrontée à une crise humanitaire de grande envergure. Le nombre de déplacés a monté de plus de 70% en un an. Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme. Mais tout d'abord, la Cour constitutionnelle nigérienne vient de déchoir l'opposant Ama Amadou de sa qualité de député. Ama Amadou, condamné par contumace à 1 an d'emprisonnement dans une affaire de supposition d'enfant, est toujours en exil en France. Selon le code électoral, il sera remplacé par son suppléant. En Côte d'Ivoire, le bilan après les pluies torrentielles qui se sont abattues sur Abidjan ce 19 juin est lourd. Un phénomène malheureusement récurrent à chaque saison pluvieuse. En effet, en 2017, les pluies avaient fait 15 morts entre mai et juin à Abidjan. Et en juin 2015, 16 personnes avaient perdu la vie. Le gouvernement compte travailler avec les communes pour relocaliser les populations et assainir les zones dites à risque. Le point sur la situation avec Olivier Conan, notre correspondant à Abidjan. Cette dame en pleurs est la sœur d'une victime présumée des inondations ici à la Riviera Palmeraie dans la commune de Cocody. Son frère serait sorti malgré les mises en garde de certaines personnes vu l'intensité de la pluie. Mais rien n'y fit. Malheureusement, le drame est arrivé. Il a été emporté, sa voiture et lui par les eaux. Aujourd'hui, actuellement, cette dame est inconsolable. La population est partagée entre résignation et colère. Pour beaucoup d'habitants, la faute incombe aux autorités qui n'ont pas pris les mesures proactives pour prévenir tout danger et éviter que ces drames surviennent. Il faut que l'État vraiment s'occupe de cette rue-là. Rue Muni, ça fait 15 ans que ça existe. On a ce problème-là. Et tous les ans, c'est la même chose. Les gens ont construit de façon anarchique. Ils sont venus, ils ont essayé de chasser les gens. Ils ne sont pas revenus. Ils font des actions, ce n'est pas suivi. Et il y a eu plein de morts cette nuit. Il faut que l'État fasse quelque chose pour nous. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer de vivre dans ces conditions-là. Déjà, en temps normal, on ne peut pas circuler, mais là, c'est la mort. 15 morts, c'est le bilan provisoire livré par les autorités. Les recherches se poursuivent après cette pluie torrentielle qui s'est abattue sur Abidjan. Beaucoup de dégâts matériels ont été enregistrés, notamment les véhicules des habitants de ce quartier sinistré. Des images difficiles à supporter. Heureusement, la plupart de ces véhicules étaient en stationnement. C'est autour de 3 heures du matin que mes voisins m'ont interpellé en frappant vivement à ma porte pour m'informer que mon véhicule était en train d'être emporté par les eaux. Je signale qu'il était garé en dehors du passage habituel de l'eau quand il a été emporté avec d'autres véhicules à sa suite en fait. Et je pense qu'il faut aller au-delà d'un simple message de sensibilisation et passer même à des opérations de déguerpissement et de déménagement des populations lorsque ces crises-là se présentent. Choc, tristesse, émotion, colère, les sentiments sont partagés ici à la Riviera Palmeraie. Cette rue, dénommée rue Ministre, était jadis célèbre pour les nombreux bars qu'il abordait. Aujourd'hui, elle fait la une de l'actualité à cause des intempéries, à cause des catastrophes causées après les inondations ici à Abidjan. Bilan mitigé après la journée Togomore qui s'est tenue lundi 18 juin à l'appel de la coalition des 14 partis de l'opposition togolaise. Les activités étaient au ralenti dans les rues de la capitale Lomé, mais le mouvement a peu été suivi dans les administrations et les grandes entreprises. L'opposition voulait à travers cette opération dénoncer la répression systématique de l'exercice du droit constitutionnel de manifester. Reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. Les activités économiques ont tourné au ralenti ce lundi 18 juin à Lomé. Pour cause, l'opposition togolaise a appelé la population à observer une journée dite Togomore pour réclamer l'exercice du droit constitutionnel de manifester. À Décan, centre-ville de la capitale, rares sont ces boutiques qui sont fermées. Beaucoup évoquent la situation économique peu confortable du pays. À Atikoyi, un des marchés les plus animés de la capitale togolaise, contrairement à ce que l'on observe à l'accoutumée, il est beaucoup plus aisé de circuler ce lundi. Cet appel de l'opposition à une journée sans activité économique reste diversement apprécié.
Je viens de Badou. Nous sommes venus au marché. Il n'y a personne pour nous payer les tomates. C'est vraiment une perte pour nous. Vraiment, cette journée, c'est belle journée, il n'y a pas de problème. On a trouvé qu'il n'y a que la sécurité. Tous les mois, ils sont ouverts la boutique ici. Dès que tout ça marche bien, il n'y a pas de problème. Même si tu viens au marché, il n'y a pas de place pour circuler. C'est seulement certains qui ont besoin d'argent qui sont venus. Mais d'autres ont décidé de ne pas venir au marché. Ils ont respecté le mot d'ordre de l'opposition pour que le pays change. L'appel à la journée dite Togo-Mort est l'une des conséquences de la crise politique que traverse le Togo depuis le 19 août 2017. Cette crise n'est pas sans conséquences sur l'économie réelle du pays. Un rapport de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo indique que plus de 71% des entreprises sont touchées par la crise sociopolitique au Togo. Il y a la CCIT, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, qui a lancé une étude récemment, une étude sur un échantillon de 912 entreprises qui ont été recensées. Et par rapport à cette étude précisément, il y a 71,93% de ces entreprises qui ont déclaré avoir subi une baisse de leur chiffre d'affaires de 25 à 50% sur la période juin-décembre 2017, c'est-à-dire sur le second semestre de l'année 2017. Selon le Fonds monétaire international, au deuxième semestre 2017, suite aux troubles sociopolitiques, le taux de croissance économique du Togo est estimé à 4,4% contre 5,1% en 2016. Pour 2018, on annonce un taux légèrement inférieur à 5%. Sujet que nous allons aborder avec notre invité, M. Géry Tama, président du parti de l'opposition Nouvel Engagement Togolais. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec vous ici. Alors, le Togo traverse une grave crise sociopolitique depuis le 19 août 2017, crise à laquelle la CEDEAO tente d'apporter une solution. Elle envisage d'ailleurs de prendre des décisions importantes concernant ce conflit lors de son prochain sommet qui aura lieu à Lomé en juillet. Qu'est-ce que vous attendez de ce sommet ? D'abord, c'est que c'est un peu déplorable que les Togolais n'arrivent pas à régler leurs problèmes et soient obligés de se soumettre à des décisions qui vont être sans doute contraignantes de la part de la CEDEAO. Mais dans une situation pareille, je pense que ce qu'on peut attendre de la CEDEAO, c'est justement des solutions concrètes, des propositions concrètes qui amènent l'ensemble des protagonistes à trouver une issue heureuse pour l'ensemble des Togolais. Parce que comme votre reporter le dit, c'est les petits ménages, c'est les Togolais. C'est les Togolais avec des faibles revenus qui souffrent sérieusement de cette crise et il faut qu'on trouve un terme à cela. Alors nous savons que le mandat des députés arrive à terme le 19 août 2018 et la Cour constitutionnelle presse le gouvernement et la commission électorale à organiser des élections législatives avant la fin de l'année 2018. Si jamais une issue à cette crise n'est pas trouvée d'ici là, à quoi peut-on s'attendre au Togo ? Non, d'abord heureusement qu'il y a des dispositions de notre constitution qui nous permettent de laisser les députés actuels en pause jusqu'au renouvellement de l'Assemblée. Mais il est évident qu'on ne peut pas laisser la crise perdurer. Aujourd'hui, je crois que les différentes parties, que ce soit les principaux protagonistes ou des formations politiques comme la nôtre, font des propositions. Nous savons que les questions de réforme constitutionnelle et institutionnelle sont le fondement de la crise togolaise. Après, il y a un second problème qui est la candidature ou non de M. Faure Gnassingbé en 2020. Cette question-là peut trouver une solution si l'ensemble des protagonistes le veulent bien. Question justement que j'allais d'ailleurs vous poser. Justement, vous avez affirmé qu'elle doit faire l'objet d'un accord politique. Qu'est-ce que vous entendez par cela ? Pour nous, aujourd'hui, les questions les plus importantes en ce qui concerne les Togolais, c'est d'abord faire en sorte que les élections qu'on organise au Togo, le résultat proclamé soit conforme au choix des Togolais. Et pour ce faire, il faut améliorer, réformer en profondeur le cadre électoral. Une fois qu'on a amélioré et réformé le cadre électoral, on peut avoir des élections qui permettent aux Togolais de choisir leurs dirigeants. Et en ce moment, la question de la candidature ou non de M. Faure Gnassingbé ne se poseront pas. C'est pour ça que nous trouvons qu'en termes de priorité, il faut, dans un premier temps, assainir en profondeur le cadre électoral. Il faut faire les réformes constitutionnelles parce que vous savez, madame, on ne peut pas être le seul pays de l'Afrique de l'Ouest où il n'y a pas de limitation de mandat, où il n'y a pas d'élection à deux tours. Une fois que ces deux questions ont été résolues, la question de la candidature ou non de M. Faure Gnassingbé peut être discutée dans un cadre séparé parce que d'abord, elle revêt un aspect éthique,
au niveau de M. Faure Gnassingbé, elle revêt aussi un aspect de souveraineté, parce qu'il faut aussi que, bien entendu, les militants de unir le parti de Faure Gnassingbé décident s'ils veulent reconduire M. Faure Gnassingbé ou pas. Et aussi, elle revêt aussi une affaire sécuritaire, parce qu'en 2020, si M. Faure Gnassingbé veut se présenter, on ne sait pas comment est-ce que les choses se passeront, parce que déjà en 2017, vous savez qu'il y a des crises qui ont commencé. Donc, c'est des questions qui peuvent être traitées après les réformes constitutionnelles institutionnelles. Merci d'avoir répondu à nos questions, M. Tam. C'est moi qui vous remercie. Les chiffres sont alarmants. Selon les Nations Unies, le nombre de déplacés a augmenté de plus de 70% en une seule année en Centrafrique. À cela s'ajoute un nombre important de réfugiés dans la sous-région. Et quel mécanisme adopter pour soutenir ces derniers? Élément de réponse avec Nelly Ebessa. Plus de 70%, c'est le pourcentage croissant du nombre de déplacés en un an en République centrafricaine. Cette situation est rendue difficile par la présence des groupes armés qui contrôlent une partie du pays. En mai dernier, 9 organisations humanitaires ont été pillées à Bambari, dans le centre de la Centrafrique, ainsi que la Commission nationale pour les réfugiés. En Centrafrique, le nombre de personnes déplacées internes a augmenté de plus de 70% en un an. En avril 2018, il était de 669 997. Les déplacés sont des personnes ayant dû fuir leur domicile sans pour autant chercher refuge dans un pays voisin. En plus de ces déplacés, 570 000 autres personnes se sont réfugiées dans les pays alentours. Le regain de violence qui s'étend sur presque toute l'étendue du territoire a obligé les organisations non gouvernementales humanitaires à suspendre temporairement ou limiter leurs activités. Une décision qui aura des répercussions tant sur le plan alimentaire que financier. Le regain de violence en République centrafricaine a considérablement impacté sur l'aide humanitaire qu'apporte un ensemble d'organisations non gouvernementales. La République centrafricaine devrait davantage, avec l'aide de l'Organisation humanitaire pour les réfugiés de l'ONU, mobiliser l'aide internationale des bailleurs de fonds pour renforcer la sécurité autour de ces organisations non gouvernementales. Les forces de la MINUSCA devraient davantage aider au déploiement de ces organisations non gouvernementales. Selon les Nations Unies en 2017, le regain de violence a entraîné une forte hausse du nombre de déplacés, atteignant 694 000 personnes. Pour rappel, la Centrafrique traverse un conflit sociopolitique depuis 2013. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.